Bonjour à tous. Merci beaucoup pour toute cette organisation et merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette journée. Pour ma part, je vais donc vous parler d'un bâtiment aux dimensions assez imposantes et selon une approche qui sera très différente de ce qui a été fait jusqu'à présent ce matin, tout simplement parce que la chronologie de l'intervention sur ce bâtiment est très différente de ce qu'on a vu au cours des deux précédentes interventions, puisque ici nous sommes face à un édifice qui est destiné à donner lieu à une phase de réhabilitation assez ambitieuse dans les années qui viennent. Et donc le rôle du label ACR est de ce fait un peu différent de ces phases d'intervention très concrètes que l'on a pu voir précédemment. Il s'agit pour moi ici de signifier aussi en quoi le label joue un rôle pour la maîtrise d'ouvrage, ou je pourrais presque dire le propriétaire du bâtiment, puisque on est pour ainsi dire pas encore en phase de maîtrise d'ouvrage, puisque les gros travaux sur cet édifice n'ont pas véritablement commencé. Et donc je vais essayer de vous montrer comment est-ce que ce label joue dans la réflexion autour de l'avenir de ce bâtiment, et comment, sur des interventions ponctuelles, il a aussi une signification forte. Ce bâtiment, c'est la résultante d'un processus de commande qui est à la fois classique et assez singulier. Classique parce qu'il s'agit de réunir sur un même site un nouveau campus dans les années 60 des locaux d'expérimentation scientifique et puis d'enseignement. Et puis singulier parce que officiellement et dans tous les documents d'archives, ce bâtiment est attribué à Georges Toury et à Claude Gauklowski, un architecte parisien pour l'un et nancéien pour l'autre, alors même qu'aujourd'hui on sait que c'est Monlet qui a conçu ce bâtiment d'une façon totalement anonyme depuis son agence de Tarbes. Monlet étant désormais très connu dans l'architecture française, et Monlet revenait des États-Unis où il avait découvert l'œuvre de Frank Lloyd Wright et où il avait travaillé avec des épigones de Frank Lloyd Wright, et il venait tout juste de revenir des États-Unis quand il a dessiné ce bâtiment, d'une façon assez anonyme et à distance. Le choix d'Edmond-Lay est radical. Il conçoit une méga structure de plus de 60 000 m² qui regroupe à la fois les deuxième et troisième cycles, donc pour la pédagogie, tous les locaux de recherche, et puis la bibliothèque universitaire, qui, vous le voyez, est solidement arrimée à la mégastructure par une galerie de béton armé un peu disproportionnée, mais qui vise, me semble-t-il, pour Edmond-Lay, à signifier que la bibliothèque fait bien partie de la mégastructure. On est sur des échelles qui sont considérables. Si on s'amuse à mettre le bâtiment à la même échelle que la place Stanislas, je suis nancéen, donc il me fallait parler de la place Stanislas, ou du quartier de Paris-Belleville, plus exactement de l'école de Paris-Belleville, vous voyez l'ampleur de l'édifice dont on parle. Et donc, évidemment, dans une telle mégastructure, on a des espaces intérieurs qui sont tout à fait remarquables, tout à fait surprenants. Des cours, un immense atrium, une bibliothèque très surprenante dans sa conception spatiale. Et puis des espaces de recherche à double hauteur avec des mezzanines qui posent beaucoup de problèmes sur leur avenir, puisqu'il y a une interrogation sur leur capacité d'adaptation aux usages de la recherche aujourd'hui. Et l'esthétique employée par Edmond-Lay, c'est à la fois l'esthétique brutaliste qui est très à la mode dans les années 60, et puis c'est très assez caractéristique de son vocabulaire. Il a une architecture très formaliste, et si vous connaissez un peu son travail, vous reconnaissez un certain nombre de ses stylèmes qu'on voit un peu plus tard chez lui, en 1974, pour l'IRTS de Talence, par exemple. Et donc le bâtiment dont on parle est une singularité qui serait nécessaire de remettre en perspective plus généralement dans l'histoire de l'architecture universitaire en France, mais il me semble qu'on peut le placer aux côtés des édifices parmi les plus singuliers de ce patrimoine, avec Tolbiac, Jussieu ou encore le Mirail. Et à l'échelle internationale, il participe d'une toute petite famille, à ma connaissance, de mégastructures brutalistes universitaires, essentiellement dans le monde anglo-saxon, ce qui n'est pas tout à fait anodin, puisqu'Edmond-Lay, au moment où il dessine ça, il revient des États-Unis, et donc il est probable qu'il avait connaissance de ce qui se construisait à la même époque au Canada ou aux États-Unis.
Et là, on peut faire un focus sur le Scarborough College de John Andrews à Toronto, puisque une telle mégastructure brutaliste, qui est très voisine de ce qu'on voit à Nancy, a immédiatement été reconnue comme un édifice majeur de son architecte, John Andrews, a immédiatement été publié dans la presse, et a bénéficié d'un respect de la part de ses usagers continu depuis 60 ans, ce qui fait qu'aujourd'hui l'édifice est dans un parfait état. Alors même qu'à Nancy, on est dans une configuration complètement différente, puisque le bâtiment n'a pour ainsi dire jamais été publié dans les années 60-70, à part une page dans l'architecture d'aujourd'hui. Le bâtiment est passé complètement sous les radars de l'histoire de l'architecture, c'est-à-dire pendant des décennies, personne ne l'a remarqué en quelque sorte, pour toutes sortes de raisons qu'on pourrait évoquer assez longuement. Et puis le bâtiment a été massivement dénaturé. Pendant les 60 ans qui viennent de s'écouler, on a perdu les surfaces de béton, le système de circulation a été profondément modifié, les auditoriums ont été dénaturés, etc., etc. Et un regain d'intérêt pour cet édifice a été assez manifeste en 2014-2015 à l'initiative de Caroline Bauer, donc maître de conférence à l'école d'architecture de Lille, qui est la première, me semble-t-il, dans le milieu architectural local à avoir compris l'intérêt du bâtiment et qui, au début de l'année 2014, signale au sein du LAC, le laboratoire de l'école d'architecture de Nancy, l'intérêt de ce bâtiment. Et Caroline Bauer comprend que l'édifice a une parenté avec Edmond Lay, elle téléphone à Edmond Lay, qui à l'époque est encore en vie, elle discute avec lui, il y a des premiers éléments de preuve sur le lien avec Edmond Lay, et puis elle commence à communiquer dans des colloques et à publier sur cet édifice. Et puis Caroline a évolué dans sa vie professionnelle. À ce moment-là, je crois qu'elle part pour Lille. Et donc, j'ai été amené, en concertation avec elle, à prendre le relais sur les recherches pour poursuivre ce qu'elle avait initié. Et cette actualité scientifique autour de cet édifice en 2014-2015 a sans doute contribué à ce que la manufacture du patrimoine, qui était chargée d'une étude pour la DRAC Lorraine, intègre cet édifice parmi les 50 bâtiments qui étaient proposés au label Patrimoine du XXe siècle au cours de l'année 2015. Et donc un vote pour un label Patrimoine du XXe siècle a lieu. Donc, vote positif a lieu en décembre 2015 pour accorder à cet édifice le label Patrimoine du XXe siècle. Le label Patrimoine du XXe siècle à Nancy, on a compris que ce n'était pas forcément une assurance de sauvegarde d'un bâtiment, puisque, et là, à nouveau, Caroline Bauer pourra vous en parler infiniment mieux que moi, puisqu'elle a écrit un livre sur cet édifice, elle a fait sa thèse de doctorat sur l'agence André. Donc, je vous le disais, Caroline Bauer a mené ses recherches sur la famille André, sur les architectes André, et cet édifice, notamment en lien avec ses travaux de recherche, avait été labellisé Patrimoine du XXe siècle, pardon, et a été néanmoins détruit il y a 2 ans et demi maintenant. Et ça, pour nous à Nancy, ça résonne très fortement parce qu'au cours des 10 dernières années, on a été obligé très régulièrement d'organiser des manifestations citoyennes pour préserver des édifices, parfois au moment même où les ouvriers commençaient à le détruire, hein, comme c'est le cas ici pour le magasin de fleurs Christophe. Et donc ici, avec la faculté des sciences, on est dans un contexte très différent et très positif, à savoir que le propriétaire du bâtiment, future maîtrise d'ouvrage, au contraire, anticipe la qualité architecturale de l'édifice et est proactif pour tenir compte de cette qualité. Et le label Architecture contemporaine remarquable joue un rôle absolument déterminant dans ce récit, puisque, comme vous l'avez compris, ce bâtiment n'a quasiment pas été publié. Il n'est pas reconnu comme peut l'être Jean Prouvé, autre célébrité nancéienne, et qui fait l'objet d'une attention très très grande à Nancy. Et ce qui vraiment, convainc le propriétaire, maître d'ouvrage, de préserver cette qualité architecturale, c'est ce label qui est très régulièrement mobilisé dans les discussions autour de l'édifice. Et c'est d'ailleurs l'université elle-même qui relance la préfecture en 2023, en rappelant qu'en fait, jamais l'arrêté préfectoral de 2015, suite au vote de 2015, n'avait été rédigé et signé,
Et c'est l'université elle-même qui signale qu'il faut labelliser le bâtiment. Donc on est vraiment sur une démarche proactive dans un contexte où, vous le voyez, l'université est amenée à faire des travaux sur son patrimoine, notamment pour des questions d'isolation thermique. Et là se joue cette articulation du label entre à la fois ancrer les démarches dans l'esprit de la conception d'origine, et en même temps ne pas freiner la transformation du bâtiment, ne pas freiner son adaptation aux usages contemporains. Et c'est un peu sous cet angle que je vais poursuivre mon propos. Ancrer l'édifice dans les principes de sa conception d'origine, ça nous amène au sein de l'université actuellement à relancer une énorme phase de recherche, donc enfin dépouiller les 10 mètres linéaires d'archives sur ce bâtiment pour mieux le comprendre, et ça apporte énormément de choses dans la compréhension de toutes sortes d'éléments de cette méga structure. Et puis, je suis amené à publier autant que faire se peut, ou à communiquer comme aujourd'hui, pour faire connaître le bâtiment. Et puis, auprès de cette maîtrise d'ouvrage, ce qui est nécessaire aussi, c'est de les projeter dans l'avenir. C'est de leur donner une représentation de ce que peut être un bâtiment brutaliste réhabilité d'une façon contemporaine. Et donc, on est amené à mobiliser un certain nombre de références très actuelles, puisqu'il y a beaucoup de bâtiments de cette époque en ce moment qui sont réhabilités, notamment des bâtiments universitaires, et à montrer ce qui est possible aux interlocuteurs du côté des usagers ou du côté du propriétaire maître d'ouvrage. Et il s'agit, par tout un ensemble d'actions qui sont en partie liées au label, d'agir contre une profonde désaffection pour ce bâtiment, mais désaffection qui a une conséquence très concrète, c'est que des parties entières de ce bâtiment sont désaffectées désormais, puisque les chercheurs fuient littéralement ce bâtiment et cherchent à installer leur laboratoire ailleurs. Donc il y a évidemment un enjeu en termes de gestion du patrimoine immobilier pour une université comme celle-ci. Cette revalorisation passe par une communication et une médiation culturelle, au fond, une médiation patrimoniale que l'on mène avec la Maison de l'Architecture de Lorraine pendant toute cette année 2025. Ici, c'est un premier exemple de cette valorisation, puisque Philippe Tidgat, un graphiste qui travaille beaucoup avec la Maison de l'Architecture de Lorraine, a conçu des affiches qui font partie d'un cycle, et vous voyez que le bâtiment dont on parle est tellement vaste qu'il a droit à 3 affiches, alors que les autres n'en ont qu'une. Mais c'est pour vous signifier l'ampleur du projet de valorisation qu'il y a derrière. Parallèlement, l'université, dans une sorte de zone grise entre la phase de recherche actuelle et puis le vote du label, entre les deux, il y a une sorte de zone grise où l'Université de Lorraine a engagé des démarches pour réhabiliter le bâtiment, mais sans s'appuyer sur aucun document d'archives, et tout en voulant respecter l'esprit initial de l'édifice. Donc, par exemple, ils ont repeint l'atrium, qui, quelques mois avant ou quelques années avant, était bariolé de toutes les couleurs. Mais ils ont fait ça, vous voyez, sans s'appuyer sur une compréhension du brutalisme, puisque, comme vous le savez, le brutalisme supposerait qu'on revienne aux surfaces de béton brut, pas qu'on les peigne en gris. Et donc on est dans cette, pardon pour ce mauvais jeu de mots, mais on est dans cette zone grise c'était pas volontaire du tout, mais on est dans cette zone grise du processus de réhabilitation de l'édifice. Et dans ce même domaine, avant même toute nouvelle recherche scientifique, vous avez cette très belle réhabilitation de l'agence Ambert Biganzoli, qui a vraiment respecté l'esprit des années 70 et d'Edmond-Lay pour refaire l'amphi 3. Donc eux-mêmes, évidemment, ont investigué sans doute sur l'édifice pour arriver à ce résultat. Et donc, c'est vraiment des énergies conjointes, si vous voulez, qui vont dans ce sens. Le label, on a pu en mesurer l'importance lors des discussions de l'année 2024 sur cette étude de faisabilité d'isolation thermique, puisque au cours des réunions, c'était assez saisissant, la stratégie des architectes, l'agence Vulcano Gibello, a complètement évolué sur la base du label. C'est-à-dire que, première réunion, on isole par l'extérieur, on supprime toutes sortes de détails typiques d'Edmond-Lay, donc toutes sortes de choses qui font la qualité de l'architecture, en tout cas plastiquement, d'Edmond-Lay, et on isole par l'extérieur. Et puis, protestation en quelque sorte de l'université qui dit « mais le bâtiment est labellisé, on ne fait pas ça, si on fait ça, on perd le label ».
Et à ce moment-là, l'agence Vulcano Gibello, qui est une excellente agence nancéienne, a complètement revu sa stratégie de réunion en réunion. Et finalement, ils en sont arrivés à l'idée qu'il fallait isoler par l'intérieur et que c'était d'ailleurs plus économique et plus facile à gérer logistiquement. Et donc, si cette étude de faisabilité débouche sur des travaux concrets, l'édifice sera préservé dans ses formes. Et cette stratégie-là, on peut la projeter à plus long terme sur d'autres interventions possibles. Et c'est là que se joue le lien entre passé et présent, c'est-à-dire comprendre l'édifice tel qu'il a été conçu dans les années 60-70 et voir en quoi cette conception-là a été perdue, oubliée. Il y a eu tellement de dénaturation, si vous voulez, que les usagers ne comprennent plus le bâtiment dans lequel ils sont, parce qu'il a été complètement transformé et certaines formes architecturales deviennent incompréhensibles en fait. Et donc il s'agit de réfléchir à la façon dont on peut revenir à la cohérence du bâtiment. Par exemple, des salles qui n'ont pas de fondation suffisamment bien pensée ont été ajoutées dans un ancien portique qui donne sur le forum, et vous voyez, elles sont elles-mêmes en train de s'effondrer sur elles-mêmes, ces salles. Donc il y aurait intérêt à retrouver le portique initial qui aurait des usages tout à fait pertinents aujourd'hui pour toutes sortes de raisons. Également, l'asphyxie de la cour du bâtiment A qui est causée par le fait qu'à la fin des années 70, on a ajouté des laboratoires sur tout le rez-de-chaussée du bâtiment A. Et donc, vous le voyez, initialement, on pouvait passer sous le bâtiment A, entre les voiles béton. Et on accédait à cette cour. Mais comme à la fin des années 70, on est venu tout clôturer avec des nouveaux laboratoires, cette cour, aujourd'hui, c'est un délaissé urbain. Personne n'y va, il y a des herbes folles qui poussent dans cette cour. Et donc, à nouveau, les archives nous donnent une possible stratégie donc, de supprimer ces locaux et puis de redonner de l'air à cette cour pour qu'elle trouve un sens et qu'elle soit parcourue par les usagers. Enfin, un dernier exemple, et là c'est plus difficile à gérer, c'est la nécessité qu'ont beaucoup de laboratoires à cloisonner leurs espaces pour des questions de sécurité des données. Et le problème, c'est que cette sécurisation est complètement contraire à l'esprit du réseau de circulation organique qu'avait conçu Edmond Lay. Et donc là, il y a une réflexion à mener pour essayer de saisir comment est-ce qu'on pourrait articuler les nécessités scientifiques contemporaines avec le principe même du réseau de circulation tel qu'imaginé par Edmond Lay, qui était un système très organique avec des courbes et des contre-courbes où on circulait selon qu'on était enseignant, chercheur, étudiant. Là, il y a une réflexion importante à mener. À ce stade des investigations, on est pris d'un certain vertige parce que eh bien, si on essaye de se projeter dans 15 ans, on ne sait pas où on va en quelque sorte. On a actuellement un propriétaire maître d'ouvrage qui est très sensible à la qualité architecturale. On a donc un très grand espoir, peut-être à l'image de l'image de gauche ici, que eh bien, le bâtiment soit réhabilité avec une très grande qualité en respectant les intentions des architectes et soit satisfaisant pour ses usagers. Et puis en même temps, face à une mégastructure de cette nature, un édifice aussi singulier, édifice des années 70, en béton armé, peu aimé de ses usagers actuellement, on est pris aussi de ce vertige de se dire que l'avenir de cet édifice à 15 ans, c'est peut-être de finir comme le campus du Mirail à Toulouse, à savoir une destruction soudaine, hein, peut-être connaissez-vous l'histoire, hein, en quelques mois, la stratégie à Toulouse s'est complètement inversée. Les premières études urbaines et architecturales allaient dans le sens de la préservation du bâtiment de Cordelis, Josic et Woods, et finalement, un changement de direction de l'université a amené à un changement de stratégie et à la destruction pure et simple de cet édifice. Et donc, dans la phase dans laquelle on est actuellement, une phase de réflexion, on est pris dans ce vertige entre deux destins possibles. Et forcément, l'historien d'architecture a plutôt envie que ce soit le premier scénario qui se réalise. Je vous remercie.